Il revient d'outre-tombe pour exposer son meurtrier et libérer son frère jumeau séquestré par son meurtrier. Merci d'être avec nous à cet instant. Je suis sûre que vous allez être ému par cette histoire. Mais avant tout, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Leçon de vie, une histoire et dites-nous de quel pays vous nous écoutez. Il était 1h du matin quand le téléphone sonna, brisant le silence de la nuit parisienne. Je m'appelle Francine, j'ai 76 ans. Je me suis levée lentement, le téléphone continuant à sonner, insistant. J'ai murmuré que j'arrivais, traînant mes pantoufles jusqu'au salon. La pensée de Jean-Claude, mon mari décédé il y a 5 ans d'un cancer, et de Mathieu, mon fils unique, m'a presque coupé le souffle. Mathieu est mort dans un terrible accident sur l'autoroute il y a 4 ans, en revenant de Lyon. La gendarmerie a attribué l'accident à une défaillance mécanique. Alors que je décrochais le téléphone, je fus paralysée en entendant la voix de Mathieu, mon fils, décédé depuis 4 ans. « Maman, ouvre la porte, j'ai froid, c'est moi, Mathieu !» Mon cœur s'est arrêté un instant. Sa voix douce, avec un léger enrouement, me demandait d'ouvrir la porte. Je me sentais submergée par l'émotion et la peur. Je me suis instantanément doutée de ma santé mentale, mais je lui ai demandé de prouver qu'il est bien mon fils. Il évoque un souvenir précis de son premier vélo rouge, un moment que nous avions partagé et que je n'avais jamais raconté à personne. Tremblante, j'essayais de garder ma santé mentale face à cette voix qui chuchotait « Maman chérie, ouvre la porte, il fait froid dehors. » Mes jambes fléchissaient et j'avais peur de faire un infarctus. Je me demandais si c'était un cauchemar ou une blague cruelle. J'ai prié pour rester lucide, mais là, je doutais. Je lui ai dit que mon fils Mathieu était mort il y a 4 ans et que c'était cruel de jouer avec l'esprit d'une vieille dame. De l'autre côté de la ligne, un soupir douloureux a précédé une phrase qui a fait s'écrouler toutes mes défenses. « Maman, si on a peur du noir, il suffit d'allumer la lumière dans notre cœur. » Cette phrase, créée ensemble quand Mathieu avait 7 ans, résonnait en moi, me rappelant notre vie à Lyon avant de déménager à Paris. Il y avait eu une panne d'électricité dans le quartier de la Croix-Rousse où nous habitions. Mathieu, effrayé dans le noir, s'était blotti contre moi sur le canapé. Jean-Claude était en voyage depuis quelques jours. Je lui avais dit, quand on a peur du noir, il suffit d'allumer la lumière dans notre cœur. Cette phrase était devenue notre secret. Soudain, la voix douce et triste de Mathieu m'a appelé. « Maman, c'est moi, Mathieu !» Je ne pouvais pas y croire. Il me demandait d'ouvrir la porte, disant qu'il avait froid. Mes pas m'attiraient vers la porte, comme si une force invisible me poussait. Je tremblais tellement que le téléphone glissait entre mes doigts. Ce souvenir de Mathieu était trop précis, trop intime pour que quelqu'un d'autre puisse le connaître. Devant la porte d'entrée, je touchais la poignée froide. La voix de Mathieu, venant à la fois du téléphone et de derrière la porte, me demandait d'ouvrir, disant qu'il avait froid. En raccrochant lentement, je me penchai pour regarder par l'œil de bœuf. Oh mon Dieu, Mathieu était là, derrière la porte. Mon cœur s'arrêta en le voyant, mouillé et pâle, debout sur le palier. Ses cheveux dégoulinants et sa veste en cuir noir me rappelaient tant de souvenirs. Nos regards se croisèrent, et il me sourit avec cette douceur qui me calmait toujours. Puis il murmura silencieusement. « Vous gardez toujours ma lettre derrière la photo de votre mariage, n'est-ce pas ?» Je reculai, choquée. Comment pouvait-il savoir cela ? Cette lettre qu'il m'a écrite quand il avait 12 ans exprimait son amour et sa fierté d'être mon fils. Je l'avais cachée derrière ma photo de mariage, un trésor secret que je n'avais jamais partagé avec personne, même pas avec Jean-Claude, mon époux décédé. C'était notre secret, celui de Mathieu et moi, et il était impossible qu'une autre personne le sache. Mon cœur battait rapidement alors que Mathieu frappait doucement à la porte, me demandant d'ouvrir. Sa voix résonnait, implorante, et je sentais les larmes couler sur mes joues. Comment était-il possible que le fils que j'avais enterré il y a 4 ans soit là, devant ma porte, trempé et en détresse ? J'ai lutté contre ma raison et, poussé par l'amour maternel, j'ai ouvert la porte. Mais il n'y avait rien. Juste le vide et le silence. J'ai murmuré son nom, mais il n'y avait aucune réponse. La peur m'a envahi et j'ai refermé la porte, verrouillant la réalité de ce que je venais de vivre. Le lendemain, je me suis réveillée en pensant que tout cela n'était qu'un cauchemar, jusqu'à ce que je découvre des traces de pas mouillés sur le sol de l'immeuble, laissant une empreinte de main sur ma porte. J'étais terrifiée par ce que cela signifiait.
La nuit suivante, je n'ai pas essayé de dormir, restant assis dans mon fauteuil, toutes les lumières allumées. J'attendais le téléphone, tremblant d'angoisse. Quand il n'a pas sonné, j'étais soulagée, mais aussi déçue. Puis, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte, le code de Mathieu. Mon cœur s'est glacé. J'ai avancé lentement vers la porte et regardé à travers l'œil de bœuf. Mathieu était là, plus proche que jamais, me suppliant d'ouvrir. Sa voix était claire, presque tangible. Je ne pouvais pas croire que c'était lui. Il m'a révélé que sa mort n'était pas un accident, qu'il avait été assassiné et que quelqu'un était encore en danger. « Quelqu'un m'a tué, assassiné », continua Mathieu. « Cette personne représente un grand danger pour mon frère, votre fils, que vous devez sauver. » Je n'avais pas un autre fils, Mathieu était mon fils unique. Je commençais à trembler de tout mon corps, ne comprenant vraiment plus rien. J'étais sur le point d'ouvrir la porte, mes doigts déjà sur la serrure, mais la voix de Mathieu me paralysait. Il m'expliquait que sa mort n'était pas un accident, que quelqu'un avait saboté sa voiture. Le nom de cette personne est Dr Émile Dubois, le psychologue que Mathieu avait consulté après la mort de Jean-Claude, son père. Je passais la nuit éveillée, confuse, essayant de comprendre. Le lendemain, je contactais Luc Sésame, le journaliste d'investigation qui avait enquêté sur l'accident de Mathieu. Il confirma que la voiture avait été révisée juste avant l'accident et que les freins semblaient avoir été manipulés. Mon cœur se serra. Luc Sésame accepta de rouvrir son enquête, mais il avait besoin de preuves concrètes. Je ne savais pas comment prouver ce que je vivais, mais je savais que je devais être prêt. Je cherchais vraiment une preuve que je n'étais pas fou. Luc m'avait donné un enregistreur numérique pour capturer ma prochaine conversation avec Mathieu. La nuit suivante, le téléphone a sonné et je l'ai décroché, prêt à enregistrer. C'était Mathieu, sa voix était ferme. Il m'a révélé qu'au début, le docteur Émile Dubois l'a aidé à faire de deuil de son père Jean-Claude, mais il est devenu obsédé, lui faisant des avances inappropriées et le suivant dans des lieux publics. Mathieu a tenté de changer de thérapeute, mais Dubois a insisté. « J'ai découvert quelque chose d'horrible, dit Mathieu. Le docteur Dubois avait un schéma. Il ciblait des jeunes hommes vulnérables, gagnait leur confiance, puis devenait obsédé par eux. Plusieurs anciens patients étaient morts dans des accidents suspects, et j'ai trouvé 3 cas en 5 ans. Cette histoire est palpitante, n'est-ce pas? Alors abonnez-vous à ma chaîne Leçon de vie, une histoire et laissez un joli like. En fouillant dans son cabinet, j'ai trouvé des dossiers d'un hôpital, l'hôpital Saint-Augustin à Lyon, où je suis née. J'ai découvert un registre de naissance indiquant la naissance de jumeaux, mais un seul vous a été remis, l'autre avait été déclaré mort à la naissance, sans certificat de décès officiel. Cela révélait un trafic de bébés, orchestré par le docteur Jules Lefebvre, impliqué dans des adoptions illégales. J'ai trouvé au moins 20 cas documentés de bébés disparus entre 1985 et 1995. Émile Dubois, fils de docteur Jules Lefebvre, connaissait ce trafic et était obsédé par nous deux. Mon frère, Martin Montagne, avait été adopté par une famille riche. Ses parents adoptifs étaient morts dans un accident et Dubois l'a trouvé, sachant exactement qui il était. Il a commencé à le traiter tout en me traitant moi, sans que nous sachions l'un de l'autre. En découvrant un dossier sur Martin, j'ai trouvé des photos de lui qui ressemblaient exactement à mon visage. J'étais en état de choc total après avoir découvert le dossier de Martin. J'ai décidé de le contacter secrètement. Nous nous sommes rencontrés une seule fois, dans un café près de la gare de Lyon. C'était surréaliste, comme me regarder dans un miroir vivant. Nous avons pleuré ensemble pendant 10 minutes. Je lui ai tout raconté. Le trafic de bébés, nos vrais parents, et le rôle du docteur Dubois, fils du médecin qui nous avait séparés. Martin était terrifié et avait du mal à croire tout cela, mais les preuves étaient là. Je lui ai dit que j'allais exposer la vérité à la police. Martin m'a supplié d'être prudent, craignant la dangerosité du docteur Dubois. 3 jours après notre rencontre, mes freins ont lâché sur l'autoroute. J'ai percuté un arbre et suis mort sur le coup. Après mon enterrement, le docteur Dubois a disparu, changeant de nom et emmenant Martin avec lui. Il lui a dit que j'étais mort et qu'il était en danger, convainquant Martin de le suivre dans une petite ville isolée. Là, Dubois a commencé à le droguer avec des médicaments puissants, lui faisant croire qu'il était malade et que notre rencontre n'avait jamais eu lieu, le faisant douter de sa santé mentale. Martin est prisonnier du docteur Rousseau, qui le garde dans une maison isolée, le drogue constamment, le convainquant qu'il est fou et qu'il a besoin de ses médicaments. Il vit à Saint-Monron, dans le Cher, dans une vieille ferme abandonnée. Je dois le sauver. Mathieu me révèle que Martin est mon frère et mon frère jumeau. Il mérite de connaître la vérité et d'être libre. Je demande l'adresse, mais Mathieu insiste pour que je découvre les preuves moi-même. Il me conseille de contacter le journaliste Luc Sésame pour retrouver des informations sur le docteur Dubois.
La connexion commence à se couper. Mathieu me dit qu'il reviendra pour me guider. Avant de partir, il me décrit Martin. Il a exactement mon visage. Puis, la ligne se coupa, laissant un silence pesant. Je regarde l'enregistreur numérique, l'enregistrement de notre conversation est là, prouvant que tout est réel. Au l'aube, je contacte Luc, lui révélant que mon fils a été assassiné et que j'ai un autre fils retenu prisonnier. Après un moment de silence, il accepte de me rencontrer. 40 minutes plus tard, Luc écoute l'enregistrement pour la 3e fois. Son visage devient de plus en plus pâle. À la fin, il lève les yeux vers moi, affichant un mélange d'incrédulité et d'horreur. Après avoir écouté l'enregistrement, Luc exprime son inquiétude. Si tout cela est vrai, cela implique des accusations graves comme le meurtre prémédité et la séquestration. Il craint que la police ne me prenne pas au sérieux et que je sois considéré comme fou. Nous devons donc enquêter et trouver des preuves matérielles qui corroborent l'enregistrement. Nous commençons par vérifier l'existence du docteur Émile Dubois et de son père, le docteur Jules Lefebvre. En quelques jours, Luc confirme que Dubois a bien existé et a disparu juste après la mort de Mathieu. Le docteur Jules Lefebvre, quant à lui, avait été licencié pour des irrégularités aux dossiers médicaux, mais n'a jamais été poursuivi. Luc découvre également un compte bancaire au nom de Paul Jules Lefebvre, avec une adresse correspondant à celle mentionnée par Mathieu. Le jeudi, il présente le dossier à un enquêteur de la police judiciaire, le capitaine Marc Lemire. Bien qu'il ne puisse pas utiliser l'enregistrement comme preuve, il trouve d'autres éléments vérifiables suffisants pour demander un mandat de perquisition. Le vendredi soir, j'attends désespérément un appel de Mathieu. À 23h, je sens une odeur familière, celle de son parfum. Le lendemain, Luc me confirme que l'opération de perquisition est prévue pour le lendemain matin. Ils veulent que je sois présent pour soutenir Martin, si je le trouve. Le dimanche matin, je suis dans une voiture de police en route pour Saint-Montrond. Pendant le trajet, je pense à Martin, à mon fils que je n'ai jamais connu. Nous arrivons à Saint-Montrond vers 10h du matin, une petite ville endormie du centre de la France. Saint-Montrond était un endroit ordinaire, mais le 14 chemin des Acacias, une vieille ferme isolée, avait l'air abandonné. Les policiers, en gilet avec « police » écrit en gros, m'ont ordonné de rester dans la voiture pendant qu'ils sécurisaient les lieux. Le capitaine Lemire a frappé à la porte, mais sans réponse. Ils ont utilisé un bélier pour forcer l'entrée. Après quelques minutes, le capitaine est revenu, pâle et tremblant. « Madame Moreau, vous devriez venir, on l'a trouvé. » Mon cœur s'est arrêté. Nous sommes entrés dans la maison où une odeur terrible régnait. Dans une chambre verrouillée, j'ai découvert Martin recroquevillé dans un coin, maigre et sale, avec un visage identique à celui de Mathieu. Quand il a vu les policiers, il s'est mis à trembler, suppliant de ne pas s'être blessé. Une policière s'est approchée doucement pour le rassurer, mais il était convaincu que c'était un piège. Je me suis approché lentement, malgré les objections du capitaine. « Martin, je suis Francine Moreau, ta mère. » Martin, confus, affirmait qu'il n'avait plus de parents. Je lui ai expliqué qu'il avait été adopté et que son vrai père s'appelait Jean-Claude. Je lui ai montré une photo de Mathieu. En voyant son frère, il a commencé à pleurer, réalisant qu'il n'était pas fou. Je me suis agenouillée et lui ai ouvert les bras. « Tu es libre maintenant. » Il m'a demandé qui j'étais vraiment et je lui ai confirmé que j'étais sa mère et que son frère l'aimait. Je lui ai parlé de leur séparation à la naissance et de tout ce qu'il avait enduré. « Mais maintenant, je t'ai trouvé et je ne te laisserai plus jamais. » Martin a fixé mon visage, cherchant la vérité dans mes yeux. Puis lentement, il est venu vers moi. Quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai pleuré comme jamais auparavant, car c'était mon fils retrouvé après 36 ans. Le docteur Paul Jules Lefebvre, alias Émile Dubois, a été arrêté 2 jours plus tard à la gare de Lyon, tentant de fuir. Il a déclaré que tout ce qu'il avait fait était par amour. Aujourd'hui, je suis assis dans notre salon, regardant Martin préparer le dîner. Après 6 mois à l'hôpital psychiatrique, il va beaucoup mieux. Il vit avec moi maintenant, dans l'appartement de la rue Lecourbe. Au début, il a pris la chambre d'amis, mais il a ensuite emménagé dans la chambre de Mathieu pour l'honorer. Le docteur Dubois a été condamné à perpétuité pour ses crimes. L'affaire du trafic de bébés a été réouverte, révélant des cas de nouveau-nés déclarés morts, mais vendus à des familles riches. Pour Martin et moi, le sang et l'amour se sont réunis. Il m'appelle maman de plus en plus, et même si cela me rappelle Mathieu, je l'aime pour qui il est. Le téléphone de Mathieu ne sonne plus, mais parfois, je sens son parfum dans la maison, comme s'il veillait sur nous. Je crois que Mathieu est en paix maintenant, ayant accompli sa mission de sauver son frère. Martin a murmuré « Merci, grand frère » en regardant la photo de Mathieu, et à ce moment-là, l'odeur de son parfum a rempli la chambre. Je suis Francine Moreau, prêt à être la mère que Martin mérite, honorant la mémoire de Mathieu et vivant chaque jour avec gratitude et amour. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas que même dans les ténèbres, l'amour trouve toujours un chemin.